Bonjour à tous, c'est Karine et on se retrouve pour parcourir le top 200 des jeux solo proposés sur Board Game Geek. Donc ce sont des joueurs qui ont voté pour leur jeu favori. Alors on va commencer par le 200e qui est Fleet the Dice Game, qui est comme son nom l'indique un jeu de dés. Il est plutôt bien noté sur BGG avec 7,6 et il a été signalé 3 fois comme top 1. Par contre, on voit qu'il a perdu 29 places par rapport à la précédente édition. Et on retrouve voilà, tous les précédentes stats pour les 3 dernières années. Donc on voit qu'en 2022, il était beaucoup plus voté comme un très bon jeu, plutôt qu'en 2024 où il est quasiment sorti du rang. Donc c'est probablement un jeu qui a fait un grand effet à sa sortie et qui petit à petit perd un peu en intérêt. Ensuite, nous avons Pax Renaissance. Il me semble que c'est un jeu assez récent, j'espère ne pas me tromper. Excellemment bien noté, 8,5, et il monte dans le classement. À chaque fois, il était assez proche d'entrer dans le classement, et là, ça y est, il est rentré. Ensuite, Bolger Bros, il est même assez bas, je trouve, pour un jeu qui est très réputé. Comme c'est un jeu coopératif, il se joue très bien en solo, avec plusieurs niveaux de plateau, ce qui permet, voilà, on est des breakers, on commence au niveau le plus bas et on essaye de remonter pour trouver les coffres à braquer avec différents pièges, etc. C'est vraiment un très bon jeu. On voit que ça fait du coup 5 ans qu'il est dans le top 100, parce qu'au départ, ce top-là, c'était un top 100, donc ils sont restés dessus. Mais voilà, il est en chute libre. Sûrement, on a un peu fait le tour de ce jeu. Mais si vous le connaissez pas, il est sur Board Game Arena. Vous pouvez faire quelques parties pour essayer le jeu. Leviathan Wilds, celui-ci, par contre, voilà, il est tout récent, excessivement bien noté. J'ai de bons retours dessus. Il y a une personne, du coup, qui l'a mis comme son jeu favori. Je suis presque étonnée qu'il soit pas plus haut. Peut-être qu'au final, il n'est pas très connu par rapport aux autres qu'on peut voir. Ensuite, High Frontier for All, donc c'est le type de jeu que j'appelle de simulation. Ce sont des jeux qui sont vraiment très très poussés et qui s'approchent beaucoup de réalisme. Il me semble que l'auteur est ingénieur spatial ou quelque chose de ce genre, donc il s'y connaît vraiment et son jeu se rapproche énormément de la réalité. Donc là, il monte énormément dans le classement. Peut-être parce que plus les gens y jouent, plus c'est plus facile d'apprendre un jeu en l'ayant joué avec d'autres personnes, ou grâce aux vidéos, ou grâce au retour, au FAQ, etc. Donc peut-être c'est pour ça qu'il monte dans le classement. En tout cas, il est excessivement bien noté aussi. Au-delà de 8, c'est vraiment qu'en général, les jeux sont très très bons. Et il y a 2 personnes qui considèrent comme leur jeu favori. J'aimerais beaucoup essayer un peu un jeu de simulation comme ça, voir si c'est quelque chose qui peut me tenter. Ce que j'ai un peu peur, c'est de rarement pouvoir le sortir. Disons qu'il faut aimer se triturer le cerveau pour pouvoir y jouer. Ensuite, nous avons Dwellings of Eldervale, qui chute un peu dans le classement. Pourtant, il est plutôt bien noté de manière générale. Si je me trompe pas, c'est un jeu de placement de dés. C'est un jeu de dés de gestion de main avec un placement sur un plateau. En France, on en a un peu entendu parler, mais je trouve pas tant que ça. Ensuite, nous avons Scoventia, un jeu de l'éditeur Impatience, dont l'auteur a fait, qui est un jeu coopératif, et il est vraiment beaucoup remonté dans le classement. Il est sorti l'année dernière, je crois qu'il est sorti en fin d'année, donc c'est possible aussi que ça ait beaucoup joué. Je suis assez étonnée de le voir ici. Ça donne envie du coup de s'y intéresser, voir ce qu'il propose exactement. Ensuite, nous avons Dungeon Degenerate, qui est revenu un peu dans le classement. C'est un jeu, il faut beaucoup aimer les illustrations. Il me semble qu'il est que en anglais aussi, avec beaucoup de texte. Donc en France, on n'en entend pas beaucoup parler. Sherlock Holmes, je suis étonnée qu'il soit là. Alors ils ont mis une note comme quoi ça concernait tous les Sherlock Holmes, pas spécifiquement celui-là, mais c'était le premier qui était sorti. Je suis assez étonnée de le voir monter là. Alors peut-être. Par contre, c'est vrai que c'est un très bon jeu, un bon jeu d'enquête avec pas trop de matos. En même temps, l'immersion est plutôt sympathique. Moi, j'ai joué que à plusieurs, et je trouve que c'est un côté plus intéressant de manière générale pour tous les jeux d'enquête de pouvoir échanger sur le sujet. Peut-être que c'est pour ça qu'il atteignait jamais le top 200. Mais là, j'ai vraiment l'impression
qu'avant il n'était pas voté. Donc ils ont peut-être changé un peu les règles des jeux qui peuvent être votés. Machina Arcana, qui est un dungeon crawler qui se maintient dans sa position, plutôt bien noté. Il y a une personne qui le considère comme son jeu favori. Eutia, alors il existe que en anglais, mais il y a de très bons retours dessus, donc je suis pas étonnée qu'il y ait 5 personnes qui le considèrent comme leur jeu préféré. Et on voit la progression assez hallucinante cette année, là où il était vraiment descendu l'année dernière, quoi. Il a vraiment fait plutôt un bon placement. Il est descendu dans le classement et il est remonté. Happy Harry, il est sorti à cette année, Happy Harry. Il me semblait que c'était l'année dernière, parce qu'on voit, il n'est pas celui de l'année dernière. J'ai pas joué à ce jeu-là. C'est du placement d'ouvriers où globalement vous incarnez des abeilles qui essayent de créer leur civilisation. C'est un peu trop abstrait, mais c'est même pas abstrait. Je sais pas. Il y a un truc moi sur la thématique qui me parle pas du tout. Et sinon, des retours que j'ai eus, en effet, les gens apprécient bien le jeu. Par contre, je rejoue pas tellement. En tout cas, les personnes avec qui j'ai pu échanger étaient contents de l'expérience. Mais voilà, ils le mettaient pas forcément comme leur jeu favori. Ils le ressortaient pas tant que ça. Cyberion, donc un jeu de Shadi Torbey qui a fait tous les jeux de l'univers, qui est bien revenu au classement. Donc pareil, il est peut-être sorti fin 2023, donc le temps que les gens les jouent, ça le fait remonter dans le classement à voir l'année prochaine. Ensuite, on a il me semble que c'est les Voyageurs du Tigre du Sud, le nom en français, qui est plutôt stable dans la proposition qu'il propose. Flipton, alors là, vous êtes beaucoup à m'en parler, moi ça me donne de plus en plus envie de regarder ce jeu. Donc c'est un jeu à cocher et il y a également un paquet de cartes. Classique, il me semble qu'il est classique, qui est utilisé pour jouer. Il a énormément pris, il est excessivement monté dans le classement. C'est assez étonnant à quel point il s'est démarqué cette année. Ensuite, nous avons 51 State, alors Ultimate Edition. Je pense que ça concerne aussi la version classique, ça doit regrouper les deux. C'est un jeu qui est très apprécié, mais j'ai pas l'impression qu'en France on en parle beaucoup. Alors, il n'existe pas, il me semble, de version française. À moins que la version française ce soit ETA 51, il fait un jeu qui s'appelait un peu comme ça. Mais du coup, qui est très difficile à trouver. Bon là, du coup, il se maintient par rapport à l'année précédente. Il y a 2 personnes qui le considèrent comme son favori. Pandemic Legacy, alors je suis pas étonnée, parce que c'est vraiment un très très bon jeu. Probablement l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur jeu Legacy. Donc c'est un jeu coopératif, donc il se joue aussi très bien pour en solo. Et là, du coup, qui est remonté un peu dans le classement. Voilà, globalement, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Moi, je suis pas étonnée qu'il soit toujours là. Ensuite, nous avons Thunderbolt. Je ne connais pas, donc ça doit être une sorte de wargame, je suppose, qui a de très bonnes notes depuis plusieurs années. Tiens, il se place quand même très bien par rapport aux années précédentes. Ensuite, Puff, donc pareil, je ne connais pas. Et il est en train de descendre. Les gens ont de moins en moins d'intérêt pour ce jeu. Pathfinder Adventure, alors ça, c'est aussi un jeu qui m'intéresse beaucoup. Il y a tellement de jeux que voilà, mais je garde un œil sur ce jeu-là. Si j'arrive à le trouver à un bon prix. Alors, c'est surtout la version Skull qui m'intéresse. Mais voilà, je ziote toujours parce que ça a l'air assez intéressant. L'expédition perdue, pareil, je ne suis pas étonnée de le voir là. C'est souvent un jeu recommandé en première expérience solo, même s'il est très très dur. Et d'ailleurs, je pense que sa note, c'est un peu à cause de ça. C'est a priori un jeu qui est très difficile à gagner. Ensuite, nous avons Space Empire 4X. Alors, il me semblait pour le coup, je dois confondre avec un autre jeu parce qu'il me semblait que c'était plutôt du multi. Au final, il a l'air de marcher dans toutes les configurations. Okay. Bon, je ne connais pas spécifiquement, donc je vous laisse regarder si cela vous intéresse. Skyteam, forcément, parce qu'il a été mis sous le feu des projecteurs avec le Spiel. Donc forcément qu'il y a plus de gens qui ont pu y jouer. Il est aussi, il me semble, sorti fin d'année dernière. Mais ouais, très bon jeu. Alors en solo, par contre, je suis vraiment étonnée parce que jeu purement de joueurs. Alors est-ce qu'il y a un fan-main solo peut-être ? Mais je trouve que tout l'intérêt, c'est quand même de communiquer en avance de face et de dire, ok, si j'ai le D1, je le mets direct ici, et sinon je mets un autre D, comme ça, toi, tu sais qu'il faut absolument que tu fasses plutôt cela. Donc en solo, je vois pas un immense intérêt, mais bon, écoutez, on verra l'année prochaine. Je sais pas si les gens l'ont vraiment noté pour son solo, ou s'ils sont un peu embrouillés dans leur sélection. Ensuite, Tiny Epic Dungeons, qui est très bien placé aussi. Ok.
Railrock Inc. C'est pour toutes les versions de Railrock. Il maintient aussi sa position. Donc c'est un jeu à cocher où on va construire des rails en fait, en fonction de la phase des dés sur lesquels on va tomber. Et on va essayer de scorer au mieux avec. Ok, on a fini la première page, plus que 8. Est-ce que oui, je suis tout en haut. Baseball Highlights, alors ça ne m'étonne pas. Par contre, je suis étonnée qu'il ait baissé autant. Mais en fait, j'allais dire que j'étais pas étonnée parce qu'il y a un Kickstarter qui a été lancé avec une version plus complète. Et du coup, je me suis dit, bah ça, les gens ont dû le ressortir de leur ludo pour pouvoir y rejouer. Et étonnamment, là, ouais, il a fortement baissé. Ensuite, nous avons Brass Birmingham. Alors pareil, il me semblait pas que c'était du solo. Ce n'est pas du solo, donc il doit exister en mode solo. Alors ça m'intéresse énormément, parce qu'il paraît que Brass Birmingham, en tout cas, il est très très souvent dans le top BGG des meilleurs jeux, toutes catégories confondues. Et c'est vrai que j'ai jamais joué, ça peut m'intéresser. Et s'il y a un mode solo, ça m'intéresse d'autant plus. Si vous avez des informations dessus, je suis preneuse. Donc voilà, il a quand même beaucoup baissé, mais on voit quand même dans les précédentes années qu'il était très bien placé. Fields of Fire, donc je ne connais pas tout ce qui est un peu jeu de guerre. Il remonte au classement, il y a 4 personnes qui le considèrent comme le meilleur jeu, et d'ailleurs très très bien noté, hein. Punaise, quasiment 9. Ok, ça attise la curiosité. Ensuite, Tricarion. Tricarion, pareil, il me semblait pas qu'il y avait un mode solo. Bah non. Punaise, c'est vraiment intriguant de voir à quel point il y a des jeux comme ça qui sont pas prévus pour le solo, qui se retrouvent quand même comme les meilleurs jeux solo. Est-ce que c'est des solo fan-made ? Il faudrait que je creuse un peu plus ça, peut-être faire une autre vidéo, les jeux multi qui ont un excellent solo fan-made. Mais ouais, ok, intéressant. Ensuite, nous avons Runebound, qui est un jeu de conquête de territoire, si je m'abuse, avec du deck building. Il descend un peu dans le rang, mais on voit qu'il a quand même été 8 fois dans le top 100, c'est quand même énorme. Nucleum, un jeu expert, donc là ça doit être avec l'extension. Ah, les autres c'est peut-être via des extensions qui ajoutent le mode solo. Intriguant. Donc je pense qu'il me semble que Nucleum a un mode solo enfin une extension pardon, qui ajoute un mode solo. Donc ça doit être pour ça qu'il est bien remonté dans les notes. Après voilà, c'est aussi un jeu qui à plusieurs est vraiment très apprécié. Ensuite, nous avons Living Earth. Je le connais pas spécialement, il me semble que c'est un jeu qui est assez complexe, un jeu expert. En petit à petit, il descend quand même dans les rangs. Il se fait remplacer. Revive. Revive, c'est un jeu en effet qui est très apprécié, que ce soit à plusieurs en solo. A priori, il y a des mécaniques qui changent un peu de ce qu'on peut avoir l'habitude de voir. Là, il remonte un petit peu dans les notes. A priori, son défaut, c'est surtout qu'il manque de variabilité en solo et qu'une fois qu'on a compris comment gagner, il y a forcément moins d'intérêt pour le jeu. Ensuite, le signe des anciens, qui chute vraiment. Par contre, il a été 8 fois dans le top 100 et on voit que les dernières années, il était vraiment pas loin. Et là, il chute beaucoup. Ce qui lui fait peut-être défaut, c'est qu'il est a priori très bon avec les extensions, mais les extensions sont difficiles à trouver. Moi, c'est un jeu qu'on m'avait recommandé parce que la boîte est assez grosse, mais en fait, dedans, il n'y a pas beaucoup de matériel, donc ça permet de le transporter assez facilement en le mettant dans une autre boîte. Moi, j'ai eu du mal avec ce jeu, j'ai pas beaucoup joué, parce que je trouve que ça repose beaucoup trop sur le hasard. Alors, peut-être que je suis passée à côté de certaines choses, mais j'étais souvent frustrée de ne pas avoir de maîtrise sur le jeu. Donc c'était pas un jeu que j'avais gardé, et a priori, il est pas non plus si bien noté que ça. Calico, donc un jeu, je dirais, de puzzle, où on va poser des bouts de tissu sur notre plateau pour essayer après de mettre des chats dessus qui vont dormir sur notre couverture. Ce qui est intéressant en solo dans Calico, c'est qu'il y a toute une série de défis qu'on peut réaliser, donc ça donne des objectifs à atteindre à chaque partie et pas juste avoir le meilleur score. Il est plutôt stable par rapport à l'année dernière. Palm Island, ah bah quand même. Palm Island, ce qui fait surtout sa force, c'est le fait qu'il se joue dans une main en étant quand même assez intéressant. Donc c'est en fait, on va retourner les cartes pour utiliser leurs ressources, et au fur et à mesure, on va pouvoir atteindre des objectifs et débloquer quelques nouvelles cartes ou quelques bonus si on arrive à remporter la partie.
Il y a Palm Laboratory qui est sorti plus récemment, qui propose la même chose. À quelques détails près, mais voilà, c'est le même système. Par contre, ouais, là, il a bien chuté. Alors, est-ce que c'est parce que Palm Laboratory est entré en jeu? On va découvrir ça. Mido qui a 2 extensions, dont une qui va bientôt sortir sur les carnets de voyage. Une extension qui a l'air assez intrigante. C'est un jeu que je garde aussi sous le coude parce que depuis qu'il est sorti, il m'intrigue beaucoup. Vu que ça fait quand même plusieurs années qu'il est sorti, ça doit valoir le coup de s'y intéresser un peu. Assez stable sur les différentes années. Les gens y rejouent. Donc nous avons Canal, je pense que c'est juste Canal en français, qui semble avoir fait forte impression avec 5 personnes qui le considèrent comme leur meilleur jeu solo. Par contre, il a eu du mal, il est peut-être sorti fin 2022, ce qui fait qu'il est très très mal classé. Parce qu'après, quand même, en 2023, il était très bien classé, et 2024, ça reste quand même un beau classement. Primal, alors là, on est sur vraiment du très très gros jeu en termes de matériel. Assez étonnamment, il y a eu a priori aucun vote en 2023, je pense que ça veut dire ça. Et là, il a eu 33 votes, donc je me demande si c'est pas un jeu qui était en Kickstarter et qui est sorti cette année. Mais alors du coup, je ne comprends pas pourquoi il y avait quelques votes en 2022. Si je traduis en français, je me souviens plus du nom de ce jeu en français. Là, si je traduis comme ça, c'est les Industries Fantastiques, mais je ne crois pas que ce soit ça. Je sais plus. Et du coup, ouais, plutôt encore bien positionné. Même si voilà, il a baissé un peu cette année. Ensuite, nous avons Bloodborne, donc un dungeon crawler, qui se maintient bien dans la liste au fil des années. Dragon's Dawn, je connais pas du tout. Ouh, punaise, il y a énormément de gens qui l'ont mis en jeu favori. On va jeter un œil quand même, voir pourquoi les gens le trouvent si génial. Voyons un peu le matériel. Ok. Avec Ah oui, ok, c'est parce que c'est un peu un système à la Too Many Bones, je pense, où il y a les points de vie en dessous des créatures à vaincre. Ok, je ne connais pas du tout ce jeu. Dragon's Dawn. Inspiré par le jeu classique Magic Realms, mais j'avais pas joué non plus. Ok. Intriguant, très intriguant. Qu'il y ait autant de gens qui l'aient mis en jeu favori pour cette année et qui est quand même bien classé. Teotihuacan, un jeu de placement de tuiles, donc je crois que c'est le premier qu'on voit dans ce top. 3 fois jeu de l'année pour les gens. Et par contre, il baisse un peu dans le classement, mais ça veut pas dire qu'il ne reviendra pas. Il a été longtemps du coup dans le top 100. Kinfire Delve, alors c'est un jeu qui est assez attendu en France, qui semble être sorti que en anglais, et même je suis assez étonnée, il me semblait que c'était vraiment fin d'année qui allait sortir. Il y a tout de même 37 personnes qui ont voté du coup pour ce jeu. Il me semble qu'il est un petit peu comparé à Lord of Vale, en une version un peu plus simple. Lord of Vale Deck Building, pardon. On a une proposition un peu plus simple, mais du coup on a aussi ce placement de cartes qui influe sur les autres. Endeavor, un Deep Sea, donc c'est Eau profonde en français, qui est quand même un jeu de placement. En tout cas, c'est un Eurogame qui nous est proposé. C'est une rethématisation, une refonte. Et parce qu'il y a quand même pas mal de mécaniques qui changent de Endeavor, la voile au vent, je crois que c'est ça le nom complet, qui a d'excellents retours aussi par les Français sur la proposition que c'est, avec différents objectifs à atteindre. Si jamais vous aimez les jeux de placement d'ouvriers, jetez-y un œil pour le solo, et même à plusieurs, et a priori c'est vraiment une très très belle proposition. Lands of Galzir, alors là je suis étonnée. Ah, mais il remonte dans le classement en plus, parce que c'est un jeu qui a eu beaucoup de mal à sa sortie, en France en tout cas, parce que les traductions étaient vraiment pas ouf. Il y avait beaucoup d'erreurs, beaucoup de choses qui n'allaient pas. C'est un jeu narratif, donc forcément le texte est assez important. Et il y avait beaucoup aussi d'histoires qui n'étaient pas traduites. Donc forcément, ça a fait un peu le tollé. Et je vois qu'il remonte énormément. Alors bien sûr, là, c'est international, donc je pense que les gens jugent surtout sur l'anglais. Mais je suis assez étonnée de le voir aussi haut. Ce qui est intéressant avec Galzir, c'est qu'on va se promener. C'est un livre dont on est le héros. Par contre, le côté un peu dommage, c'est qu'il n'y a aucune évolution de nos personnages. Ils vont pas devenir meilleurs au fur et à mesure de l'aventure. Ensuite, les inventeurs du Tigre du Sud, qui rentrent dans le classement avec 5 personnes qui l'ont mis comme meilleur jeu.
qui est très très bien noté aussi. Il me semble que c'est le plus difficile de la gamme en termes de complexité. Astronaut, donc c'est un peu le Sand de plus accessible. Il me semble qu'il est arrivé en français aussi ce jeu. J'ai un petit doute, mais voilà. Il y a des personnes qui préfèrent Sand et d'autres qui préfèrent Astronaut. Ils proposent tous les deux un peu les mêmes choses, mais différemment. Et bah alors là, c'est quasiment parfait pour la stabilité dans le classement. Space Corp, qui est un gros jeu, je dirais, de stratégie, de figurines, avec tout un décor qui a son importance dans le jeu, et en fonction du placement qu'on peut avoir. Par exemple, est-ce que la personne est à découvert? Est-ce qu'elle est à moitié couverte? Est-ce qu'elle est complètement cachée derrière un mur? Donc il faut aimer les jeux où il y a énormément de mise en place. Je pense que c'est pas un jeu qu'on s'amuse à ranger à chaque fois. Mais il est toujours très très bien classé, je suis du coup pas étonnée qu'il soit dans le classement. Carnegie, oh bah ça fait un petit moment qu'il est sorti lui. Je n'y ai pas joué, il me semble que c'est un jeu de placement d'ouvriers, mais je me trompe peut-être. Ok, on a fini la deuxième page, troisième page. Ezra et Nehemia, qui n'est pas encore sorti en français, c'est Pixie Games qui localise. C'est par Shem Phillips, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, donc la personne qui a fait énormément de jeux, dont Legacy of You, qui était un pur solo. Donc je pense que les attentes maintenant des joueurs solo est assez élevées aussi dessus. A priori, il fonctionne dans toutes les configurations. Moi, c'est vrai que déjà, ces plateaux-là, ça me fait un peu peur sur le principe. C'est souvent toujours de la pose d'ouvrier, avec un petit peu de gestion de cartes en général. Ensuite, un jeu qui commence à faire du bruit en France, qui devrait sortir en fin d'année, c'est Kingdom Legacy. C'est un jeu qui évolue, donc il y a une part qui se détruit au fil de l'aventure, et l'idée, c'est d'avoir des extensions qui vont sortir petit à petit. Donc il y en a 2 qui sortent en même temps que la boîte de base, et qui permettent de prolonger l'aventure. Je trouve l'idée assez intéressante, par contre en effet c'est avec de la destruction de matériel, donc un jeu qui n'est pas rejouable. Ensuite nous avons Wingspan, qui est une rethématisation avec des dragons de Wingspan, un best-seller, une référence. Donc voilà, il est rentré dans le classement, rien d'étonnant, hein, c'est les mêmes mécaniques de jeu. Ok, Earth qui est encore bien positionné dans le classement. Donc un jeu de cartes et de construction de tableaux sur le thème de la nature. Dans le tableau, en fonction de notre placement, on va pouvoir comboter avec les 4 actions principales. Plus, quand on va déclencher une action, ça va déclencher les cartes de notre tableau. Donc mieux on les arrange et meilleur sera notre combo. John Company, oh bah en solo, eh ben. C'est aussi un très gros jeu qu'on entend très peu en France. Je sais pas s'il existe une version française d'ailleurs. Il est peut-être qu'en anglais. Ok, plutôt stable là, sur les 2 années. Ensuite, nous avons Inflexible Normandie, qui est excellent, un jeu wargame avec du deck building, qui est au final assez simple à prendre en main, je trouve. Et les choix qui nous sont proposés sont assez intéressants, avec des parties d'une durée, je dirais, peut-être 1 heure. Je regarde jamais trop ma montre quand je joue, sinon c'est pas bon signe. Mais je pense que ça doit rentrer dans les 1 heure. La mise en place est pas trop embêtante, avec des tuiles, etc. Moi, c'est vraiment un jeu que j'avais beaucoup apprécié, et en ce moment, du coup, j'ai Afrique du Nord. Et il y aura une version, là, il est en solo, alors que normalement, c'est un jeu à 2, parce que ça doit prendre en compte la 3e boîte qui est renforcement. Donc, il me semble que le nom en français, du coup, c'est renfort, qui inclut, du coup, le mode solo, qui est valable pour les précédentes boîtes aussi. Donc c'est peut-être via ce prisme-là que le jeu a été noté. Horrified, donc un jeu collaboratif, on va se déplacer de point en point pour effectuer nos actions. Je me souviens plus dans quel sens c'est, si on est les humains qui essayons d'entrer dans la maison, ou si on joue ou si on est justement les monstres qui essayons de faire fuir les personnages. J'ai un doute parce qu'il y en a 2 qui sont un peu sortis en même temps et qui fonctionnent différemment. Et du coup, il se maintient plutôt bien dans le classement. Architecte du Royaume de l'Est, donc par Shem Phillips, 3 fois dans le top 100, et il arrive quand même à se maintenir. C'est probablement le jeu qui m'intéresse le plus de Shem Phillips, après avoir découvert Legacy of You. Régicide, qui se joue avec un jeu de cartes classique,
et quelques règles liées à ces cartes. Il me semble que les règles sont disponibles sur Board Game Geek et après il vous faut juste un paquet de cartes classiques pour y jouer. Assez étonné au final de le voir dans ce top de 200, même si voilà, il se stabilise d'année en année, mais c'est peut-être parce que je le vois par rapport à un prisme très francophone où on en entend peu parler. Et il y a un Regicide Legacy qui est également prévu. Black Sonata, bah justement, tiens, je l'ai acheté récemment, même très récemment parce que je l'ai reçu hier. J'ai pas encore joué. C'est un jeu d'enquête, de déduction plutôt, exclusivement en solo. Donc je suis assez curieuse de ce que ça va donner. Il est plutôt stable dans ces différentes années. Il a été 2 fois dans le top 100. Warfighter, je ne connais pas, certainement du coup un wargame. 4 fois dans le top 100, eh bien. Donc il n'est pas si récent que ça comme jeu, et il est toujours aussi bien placé année après année. Mr. President, sorti fin 2023, qui est aussi un assez gros jeu. Il me semble, je vais regarder la... Mince, je vais cliquer sur l'image, forcément. Ouais, 4,25. Waouh. Par contre, il est classe ce plateau. Pour une fois qu'un plateau ne me fait pas peur, il est très classe. Ça a l'air d'être un peu le cockpit du président. Ok, en tout cas, tac, il a été 3 fois élu jeu de l'année par les votants. Et il est très très bien noté. De manière générale. Paléo, jeu collaboratif où l'aspect intéressant, c'est notamment de la prise de risque, parce qu'on va retourner des cartes, on a une indication sur le dos de la carte, et quand on retourne, ça peut être bon ou mauvais, et on va avoir il y a plusieurs scénarios, et à chaque scénario, on a des objectifs différents et des paquets de cartes différents. Et du coup, la boîte de base ne permet pas de jouer en solo de mémoire, mais l'extension rajoute le solo. Food Chain Island, j'ai plus le nom en français, c'est un micro-game. Je vais vérifier. L'île des prédateurs. Ah, c'est prédateur que je ne trouvais plus comme mot. Où on va placer nos cartes sur la fiche, autant le montrer, tac. On va placer nos cartes et on va essayer de se manger les uns les autres en fonction des pouvoirs qu'ils ont. Ouais. Donc pas très étonné qu'il soit aussi dans le top 200, un bon petit jeu à sortir assez facilement et qui propose quand même un challenge intéressant pendant la partie. Shadowrun, je me souviens plus ce que c'est, 9 fois dans le top 100, bah dis donc, il est vraiment bien noté. C'est pas un dungeon crawler? Non, pas du tout. Tac, tac. C'est quelque chose building, mais ça a pas l'air d'être des cartes, si? Je sais pas. J'ai vu plusieurs fois ça Je l'ai vu plusieurs fois en bourse au jeu. Peut-être que si l'année prochaine il y a encore, je me laisserai tenter. Il est quand même très très bien noté. 9 fois dans le top 100. Là, il est peut-être pour la première fois sorti de ce top 100. Ah, par contre, les années précédentes, il était combiné avec Dragonfire. Je ne connais pas du tout. Unsettled, qui est sorti en anglais et qui arrive tout juste en français. Je pense que le fait qu'il remonte dans le classement, c'est aussi parce que beaucoup de personnes ont pu y jouer, alors que les années précédentes, ça devait être assez limité. 5 fois élu meilleur jeu de l'année. C'est un jeu de puzzle game avec un côté un peu narratif. Pas narratif, de découverte, ce qui est un peu différent, parce que c'est pas vraiment la narration qui va primer, mais c'est le fait de découvrir petit à petit ce que le jeu nous propose. Trifuté, qui a été 5 fois dans le top 100, un jeu de... c'est un roll and write. On lance les dés et on coche les cases sur notre papier et on peut avoir plusieurs combos avec. Moi, ça m'avait pas du tout convaincu. Gentle Rain, je ne connais pas, j'ai passé. Darwin Journée, un jeu expert, placement d'ouvriers aussi, qui remonte dans le classement. G.I. Joe Deck Building Game, il existe uniquement en anglais et par contre les retours sont très très bons sur ce jeu. Si ça vous fait pas peur, je vous conseille de jeter un œil dessus, ça pourra peut-être vous plaire. Donc qui monte bien dans le classement. Expédition, un jeu, un engine building avec de la gestion de main. Très très apprécié dans la communauté française en solo. Là, je vois 5 fois élu jeu préféré de l'année par les votants. Il est bien monté aussi dans le classement. C'est vraiment un jeu, faut que je regarde. Il est un peu cher, je crois. Faudrait que j'arrive à trouver une bonne occasion. Négociateur prise otage, est-ce qu'on le présente encore sur la chaîne? On va incarner du coup un négociateur qui va échanger avec le preneur d'otage et en fonction des choix qu'on fait,
on va plus ou moins réussir à calmer le négociateur qui va finir par se rendre. Ou pas. Ou alors il va tuer tous les otages et ce sera de votre faute. Je suis assez étonnée qu'il soit si mal noté parce que c'est quand même un très bon jeu. Il gagne en intérêt avec l'édition intégrale, mais il y a déjà de quoi jouer. Moi, quand j'avais joué, j'avais trouvé qu'il me manquait un peu un truc que j'ai trouvé dans Final Girl. Dans les deux cas, souvent ce que les gens critiquent, c'est la part de chance qu'il y a, parce que forcément on lance des dés, mais normalement elle est quand même assez maîtrisée. Moi en tout cas sur Final Girl, il y a certaines boîtes que je trouve excessivement punitives pour pas grand chose. Par contre, sinon la plupart, j'ai pas vraiment de soucis. J'ai vraiment l'impression d'avoir du contrôle. Et bien sûr, des fois, il y a un peu des rebondissements. Quand tu fais 3 lancers de dés pourris et que tu as déjà utilisé toutes les cartes qui étaient en ta possession, oui, forcément, il y a un peu de hasard. Mais c'est ce qui fait aussi les rebondissements que j'apprécie particulièrement dans Final Girl. Route, assez gros jeu. En solo, il doit être assez complexe à gérer. Il est disponible, il y a une version sur Steam. Alors je sais que vous n'êtes pas là pour jouer aux jeux vidéo, mais il existe une version sur Steam qui est vraiment très bien faite, et c'est peut-être plus simple d'y jouer en jeu vidéo qu'en jeu de société en solo. Dans tous les cas, il est vraiment bien placé. Il a été 3 fois top 100, et ces 2 dernières années, du coup, il s'en est un petit peu éloigné, mais pas grand-chose au final. La Route du Ver, un jeu de Uwe Rosenberg, donc je suppose que c'est de la pose ouvrier. Il me semble que Uwe Rosenberg fait que de la pose ouvrier. Le jeu est disponible sur Board Game Arena. Il faudrait que je trouve des gens pour m'expliquer le jeu. Mais ouais, je serais assez curieuse parce que il est souvent quand même mis en avant comme un très bon jeu d'Uwe Rosenberg. Et les personnes qui n'ont pas forcément apprécié ses autres jeux ont tendance à apprécier celui-ci. Je vois qu'il a été 10 fois dans le top 100. Ah bah cette année, c'est loupé. Peut-être la première fois qu'il n'est pas dans le top 100, et il prendra peut-être sa revanche l'année prochaine. Uprising, alors je connais pas personnellement, mais c'est un 4X de mémoire. Il a l'air de très bien fonctionner à plusieurs, et plusieurs personnes le trouvent très bon en solo aussi. Ok. Ok, 4e page, hop. Oh, Paper Tales. Mais Paper Tales, il faut l'avoir. Paper Tales, donc un jeu de cartes, de combos, une petite partie de construction de tableaux, un jeu de draft au début. Il y a beaucoup de choses et il est excellent de 1 à 7. Alors peut-être que certains auront des préférences dans certaines catégories, mais en tout cas, il fonctionne parfaitement dans toutes les configurations. Et je vois qu'il y en a 5 personnes qui l'ont mis en jeu solo préféré, ça ne m'étonne pas du tout. Il est vraiment excellent. Role player, je suis presque plus étonnée de le voir préféré à Paper Tales. C'est honteux. Alors, ce sont des préférences personnelles de ma part. C'est un jeu de dés, on va pouvoir améliorer justement ces dés-là par des actions pour améliorer notre personnage. En fait, les dés sont posés sur les personnages et on va pouvoir les améliorer de cette manière. Star Wars Imperial Assault, je ne connais pas particulièrement, plutôt bien noté, 4 fois dans le top 100, mais pas les 3 dernières années. Quand même, ça fait 7 ans qu'il est bien placé. 3 joueurs le considèrent comme le meilleur, et c'est quand même assez stable. Il descend un petit peu, mais c'est quand même assez stable. Set Watch, alors pour le coup, j'ai eu beaucoup de retours mitigés sur ce jeu en solo, où on sait a priori un peu au début s'il est bien ou pas bien. Pareil, c'est un jeu que j'aimerais bien jouer pour me faire mon propre avis, parce que c'est un jeu qui est souvent cité en solo. Et ici, il est plutôt bien noté, il est remonté un petit peu, voilà. Mais il n'atteint pas les top 100. Aux portes de Loyang, je ne connais pas. Je vais passer, mais en tout cas, il est... ça faisait 10 ans qu'il était dans le top 200 et il vient juste d'en sortir. Street Masters, c'est un jeu de combat. Pareil, je ne connais pas non plus, mais très bien noté. Je pense que, ouais, il y a des jeux qu'on met pas beaucoup en avant au final dans le périmètre francophone et qui sont très appréciés à l'international. Alors c'est possible que ce soit parce que le jeu n'existe qu'en anglais. Forcément, ça reste un frein où on a un grand marché de jeux en français sur la France. Donc forcément, tout ce qui va être jeu anglais, il faut déjà que ce soit un peu des connaisseurs, des fouineurs qui vont aller chercher autre part ce qui se fait. Jump Drive, excellent. Il est sur Board Game Arena, je pense qu'il est même meilleur sur Board Game Arena, parce que ça permet de jouer très rapidement. Une partie, c'est 5 minutes. C'est excellent. J'ai dû faire une 50aine de parties, peut-être 30 sur BGA et 20 avec le jeu physique. Ça joue tellement vite qu'on peut enchaîner. Et c'est vraiment très intéressant, je vous conseille sur BGA. Je pense il est peut-être même accessible sans le premium. Pas sûr.
mais parce que ouais. Je suis pas sûre, mais c'est possible. Xia, j'ai fait une partie sur Tabletop Simulator avec Nicotube qui nous l'a présenté à plusieurs membres du Discord. C'était un peu long, je crois qu'on était 4. C'était un poil long, mais encore, c'était assez intéressant. C'est un jeu en monde ouvert, un open world, où on va incarner chacun notre petit vaisseau avec la possibilité de récupérer des ressources et d'aller les vendre pour s'enrichir. Si on s'enrichit, on va pouvoir acheter des nouveaux vaisseaux, mais on risque de se prendre aussi des dégâts si on essaye de faire des actions un peu risquées, et notre vaisseau peut être détruit. Quand notre vaisseau est détruit, on perd notre cargaison, on perd, il me semble qu'on perd un module, et on recommence le tour suivant avec un nouveau vaisseau. Donc c'est pas trop punitif, et c'est important parce que l'objectif aussi, c'est potentiellement un peu d'aller se gêner et de se combattre, parce qu'il y a des objectifs où si tu détruis l'autre, bah, tu gagnes des points de victoire. Pour le solo, par contre, il faut l'extension, qui Amber, je crois que ça s'appelle. Zia, c'est un jeu uniquement en anglais. J'en ai parlé à Pixie Games, il faudrait que je leur demande s'ils sont sur le coup ou pas. Mais ouais, j'essaie d'en parler un peu pour voir si c'est pas un jeu qui pourrait être localisé, parce que c'était vraiment une très belle expérience que j'ai eue sur Tabletop Simulator. Et j'aimerais beaucoup y jouer en solo. Vraiment, on fait un peu ce qu'on veut. On peut être un méchant, on peut être un gentil. Parfois, on devient méchant sans le vouloir parce qu'on a traversé la frontière d'une planète qui a été protégée en explorant, quand on est allé un peu trop vite et on a déplacé la zone limite. Donc, ouais, assez sympa, assez dépendant au final des dés, mais qui c'est assez secondaire. Vraiment, l'important, c'est de vivre l'aventure, et les rebondissements dans ce type de jeu sont très importants. Coffee Roaster, un master du jeu de société solo, un backbuilding, probablement le meilleur backbuilding. Si vous n'êtes pas très à l'aise avec l'anglais, il y a très peu de texte. Alors il y a forcément les règles, mais ça ne m'étonnerait pas que ce soit disponible en français sur Board Game Geek. Et puis avec des vidéos, vous allez réussir à jouer. Vraiment excellent. Je vois qu'il a été 4 fois dans le top 100, et vous voyez à chaque fois, là, les dernières années, il était à la limite d'entrer dans le top 100. Donc je ne peux que vous le recommander. En fait, ce qui est excellent dans ce jeu, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir les meilleurs jetons. Il faut avoir le nombre de jetons exact pour réussir l'objectif. Votre café, il doit avoir telle saveur. Si les grains ont un peu trop cuit et que c'est pas la bonne saveur, eh ben vous allez prendre des pénalités. Ouais, vous allez moins scorer plutôt. Donc ouais, vraiment, vraiment excellent. Skytier, probablement l'un des seuls jeux de tower defense vraiment intéressants en solo. Je n'y ai pas encore joué. Je pense que j'y jouerai à l'occasion parce qu'Aurélie est là. Mais ouais, de très très bons retours, et il y a encore du contenu qui arrive qui devrait améliorer l'expérience. D-Day, je ne connais pas celui-là. Ah, ça inclut tous les D-Day, ok. Ce qui me semble que celui qui est très apprécié en solo, c'est D-Day Dice. Je pense que ça doit être celui-ci qui est autant publicité. Il y a combien d'étoiles là? Il y en a 9. 9 personnes le considèrent comme leur meilleur jeu solo de l'année. 5 fois dans le top 100, et à chaque fois aussi à l'entrée du top 100. L'ombre de Killforce, qui est très compliqué à trouver en français maintenant. Je ne saurais pas vraiment le présenter. Il me semble que c'est un jeu de cartes. Ouais, je ne saurais pas vraiment vous en dire plus. Je vous laisse regarder si ça vous intéresse. Les demeures de l'épouvante, alors moi je ne vois aucun intérêt à y jouer au solo. On passe son temps sur l'application, en fait le plateau de jeu n'a plus vraiment de valeur. En fait on pourrait très bien jouer qu'avec l'application, et pour moi ça c'est red flag direct, c'est pas possible. Si soit je joue dans un jeu vidéo où tout a été pensé comme tel, soit je joue en solo. L'application en elle-même, je la bannis pas forcément. Par exemple, dans Planet X, je la trouve indispensable et très bien intégrée. Par contre, là, de pouvoir jouer à un dungeon crawler sans avoir besoin du plateau de jeu, ça me gêne beaucoup. Donc j'ai un peu du mal. C'est leur choix, ils ont le droit. Mais c'est vrai que moi, je l'aurais clairement pas mis dans mon top 200 à cause de cela. À plusieurs, il doit être sympathique parce que l'application permet d'éviter de lire trop de règles, de gérer des règles. Donc il y a une personne qui peut gérer via l'application et mettre tous les personnages au bon endroit, tous les jetons au bon endroit sur le plateau. Et les autres joueurs jouent par rapport au plateau et pas par rapport à l'application. Donc pour moi, c'est vraiment déjà bien différent sur l'usage de l'application. Alors Renegade, il me semble que c'est un jeu de
de majorité de contrôle de zone, avec de la gestion de cartes aussi, très très bien placé. Ça m'étonne même parce que ça doit être un jeu qui commence déjà à dater un peu, à 2018. Il est sorti en 2018 et très très bien positionné. Midara, très très gros jeu dungeon crawler. Terra Mystica, c'est un peu comme Projet Gaia, si vous connaissez, mais du coup sur une thématique médiévale. Il me semble que Projet Gaia est arrivé après Terra Mystica, donc c'est Projet Gaia qui est une rethématisation. Conservas, qu'est-ce que c'est? Je crois que je l'avais déjà regardé, j'étais assez intriguée. Ah, c'est un jeu purement solo de backbuilding. Ok, j'achète. Je me le mets en favori. Parce que je cherche sans cesse des nouveaux backbuilding pour concurrencer un peu Coffee Roaster, qui est excellent. Et si on me dit que Coffee Roaster, c'est place 84, et Conservas, bon, du coup, c'est l'inverse, que Conservas, c'est 109, et Coffee Roaster 119, donc que Conservas est meilleur, et ben je suis très tentée d'y jouer. Donc je vais me l'acheter. Voilà. Si j'arrive à le trouver, je me l'achète et je pourrais vous en parler. Kanban, c'est Lacerda. L'auteur, c'est Lacerda. Je vais quand même vérifier parce que j'ai un doute. Oui, Vital Lacerda. Très connu pour faire des jeux assez complexes, mais justifié. 3 fois dans le top 100, ok, et du coup cette année il vient tout juste d'en sortir. Il est souvent recommandé dans les top solo de Lacerda comme le plus accessible et le plus intéressant en solo. Pandémique, je pense qu'on n'a plus besoin de le présenter. The Loop, pareil. D'ailleurs, assez étonnant de le voir ici alors que c'est un jeu par des auteurs français. Je crois qu'il n'y en a pas tant que ça qui arrivent à entrer dans le tableau. Mini Rock, pareil, un mini dungeon crawler, très intelligent, malin dans la proposition. Ça a pas non plus, enfin le challenge, c'est pas tellement sur la prise de décision, enfin c'est un peu, on est quand même un peu dépendant du hasard, un peu beaucoup. Mais la proposition reste quand même très intéressante. Moi, c'est un jeu que je garde depuis longtemps. Et ma ludothèque, je la réduis petit à petit pour avoir vraiment que les jeux essentiels. Donc, s'il est dans ma ludothèque, c'est que je l'aime vraiment bien. Alerto, c'est Williamsonberg aussi, il me semble. C'est bien ça. Donc, on a du placement d'ouvriers qui nous est proposé. Donc, hop, je retrouve où il était. Ici. Donc, il est très bien noté, même à plusieurs. Et c'est bien fait sa place dans les top solo. Ok. Résistance qui maintient quand même sa place, bien noté. Ce qui est intéressant dans Résistance, et c'est la même chose en fait du coup pour Sorcellerie, qui est la rethématisation avec quelques mécaniques en plus, c'est que les cartes qu'on va jouer vont avoir 2 actions qui ont des conséquences différentes. Vous avez l'action cachée qui est moins puissante, mais votre personnage va dans la défausse, et révélée, où l'action est plus forte, par contre elle est un peu unique, parce qu'après on met dans la prison. Il existe certaines cartes qui permettent d'aller les récupérer, mais c'est très très rare. Donc globalement en fait c'est cacher, vous défausser, et révéler, vous retirer du jeu. Donc c'est à chaque fois c'est un concept intéressant qui nous fait réfléchir sur ce qui nous semble préférable, tout en évaluant les risques. Vicomte du Royaume de l'Ouest. Ah, est-ce que je me suis pas trompée avec... Ah, je me suis trompée tout à l'heure. J'ai confondu Vicomte avec Architecte, mais c'est bien Vicomte qui m'intéresse comme jeu de Shem Phillips. Tac. Je passe un peu plus vite quand c'est des jeux qu'on a un peu déjà vu le principe. Planetix, donc comme je l'ai indiqué, moi je trouve qu'il y a une application, mais je la trouve très bien intégrée. Et surtout, ça nous permet d'avoir une grande quantité de possibilités. Planetix, c'est un jeu de déduction où vous allez devoir trouver Planetix, mais c'est pas tout parce qu'au cours de la partie, vous allez devoir faire des théories. Et c'est les théories qui ramènent, je trouve, le plus de points. Au final, trouver la Planetix, c'est l'objectif, mais c'est pas vraiment ce qui va annoncer le vainqueur. Ça, c'est aussi assez intéressant, parce que si quelqu'un trouve la planète X un peu au hasard, en tout cas en prenant des risques, en disant « Ok, j'ai 2 zones où la planète X peut se trouver, je dis que c'est telle zone. » Et alors qu'il aurait fallu peut-être 2 tours de plus pour vraiment être sûr de la zone. Donc il sera pas plus favorisé pour cette prise de risque. Et je le trouve assez intéressant dans cette proposition. Donc il a été 2 fois dans le top 100, et là il est vraiment à la porte du top 100, au rang 101. Je ne sais pas si il compte dedans l'autre version, donc à la recherche des espèces disparues, également dans ce top-là.
C'est pas noté, donc on peut supposer que non. Isofarian Guard, pareil, il me semble qu'il est que en anglais, ce qui fait qu'on n'en entend pas beaucoup parler en France. Il y a 7 personnes qui l'ont mis comme leur top 1, et il rentre cette année dans les top 100. C'est un jeu de gestion de main, il me semble que c'est une campagne. Et du coup, bah, il y aura aussi des combats à faire. Ça a l'air d'être une proposition assez sympathique. Grimworld, je ne connais pas du tout. Écoute, ça l'a mis en avant. Je vois la note ici qui dit qu'il y a eu un message de l'auteur invitant les joueurs à voter pour son jeu. Donc on peut regarder les commentaires pour plus d'informations. Ils l'ont quand même laissé parce que du coup l'auteur s'est excusé et qu'ils sont de bonnes personnes qui aiment supporter les petites gens dans le sens les auteurs pas très connus. Okay. Ensuite, nous avons Ulsoft, donc un jeu qui reprend un fait réel en Norvège, il me semble, où il y a un petit camp qui a repoussé pendant très longtemps l'invasion allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Il me semble bien que c'est ça. J'ai un petit doute sur les dates et le contexte exact, mais dans l'idée c'est un peu ça, et ils étaient vraiment pas assez nombreux et les renforts tardaient à arriver, notamment parce que les conditions climatiques étaient en leur défaveur. Donc pareil pour le ravitaillement, c'était très compliqué, et ils ont fini par se rendre. Donc on vit un peu ce qu'ils ont pu vivre avec les prises de risque d'envoyer des soldats un peu en cachette dans les ravitaillements voisins pour pouvoir ravitailler tout le monde, sauf qu'ils risquaient de se faire prendre et de se faire tuer. Et ça n'avait pas l'air d'être la joie. Hein. Mais la proposition est intéressante. Et il est rentré dans le top 100. Burn Cycle, c'est un Ship Theory Games, si je me trompe pas, l'éditeur. Donc un matériel incroyable, jeu uniquement en anglais, et je ne saurais pas vous expliquer les mécaniques. Donc c'est pour la deuxième fois qu'il est entré dans le top 100. Ok. Nemesis Awakened Dreams. Un jeu très très connu qui est difficile à se procurer aujourd'hui, en tout cas la boîte de base, mais je pense que ça inclut enfin, la première boîte, pardon, mais je pense que ça inclut toutes les variantes qui existent. C'est vrai que c'est pas noté non plus. 5 fois dans le top 100, je suis pas surprise. Après, en solo, je trouve que déjà le plateau prend une place énorme alors qu'en solo, il n'y aurait pas besoin. Et on perd aussi l'intérêt de se tirer dans les pattes, d'avoir potentiellement un traître dans l'équipe, et du coup de se questionner là-dessus. Donc, ouais, c'est un jeu auquel j'avais joué, je l'ai trouvé assez initié. Au final, j'avais été déçue par rapport à toutes les attentes que j'avais eues en amont. Onirim, un jeu de cartes où on va poser des portes et grâce aux portes, on va obtenir des clés. Il nous faut un certain nombre de clés pour pouvoir sortir. Et il existe une application mobile qui est très bien faite si vous avez envie de l'essayer. Agricola, donc un classique de Uwe Rosenberg, un jeu de placement d'ouvriers. 11 fois dans le top 100, eh bien. Ok. Il me semble qu'il est sur Board Game Arena aussi, si vous voulez essayer. Le Seigneur des Anneaux, donc là c'est la boîte narrative. On est un peu sur le même principe que Les Demeures de l'Épouvante, donc il y a une application. Je n'y ai pas joué, donc je ne saurais pas dire si l'impact est aussi important. On a tendance à me dire que non, que c'est un peu moins, on est un peu moins dans l'application tout au long de la partie. Mais vu le prix du jeu, moi je préfère pas tenter. 6 fois dans le top 100, excellent. Les Pilleurs de la mer du Nord, je pensais pas qu'il y avait plus haut que Vicomte de Royaume de l'Ouest, comme quoi, qui est bien monté dans le sondage, donc peut-être c'est pour ça aussi. 3 fois dans le top 100, ok. Donc par Shem Phillips. La guilde des marchands, je crois que c'est juste la guilde des marchands, pourquoi Explorers. Guilde des explorateurs marchands. 3 fois cité comme leur meilleur jeu de l'année en solo. Il y a 2 fois qu'il est rentré dans le top 100. C'est, si je ne m'abuse, un jeu à cocher. Wandering Dungeons, je ne suis pas étonnée non plus de le voir ici parce que c'est souvent un jeu qui est recommandé aux joueurs solo. Concordia, je ne connais pas plus que ça. 3e année consécutive à être dans le top 100. Zombicide, on ne le présente plus. Par contre, c'est vrai que c'est pas forcément un jeu que je jouerais en solo parce qu'il faut jouer les 6 survivants. Alors en tout cas dans ma version, donc Black Plague, et peut-être que ça diffère suivant les versions. Là, ça englobe tout. Hein. Toutes les versions, toutes les éditions. 5 fois dans le top 100. Et en 2022, on voit qu'il était à 124. Seven Citadel. Élu 4 fois, meilleur jeu de l'année, je peux comprendre.
C'est beaucoup plus narratif et moins die and retry que son grand frère Seventh Continent. Et il y a aussi une partie de gestion de son campement qui est plutôt intéressante. Et on a une carte pour montrer notre progression d'exploration. Donc la proposition est plutôt bonne. Au final, moi, j'y ai pas tant joué que ça, parce que j'avais été un peu déçue de mes combats où je perdais beaucoup de temps. Et bon, c'était pas... Enfin, perdre sur un combat juste parce que j'avais pas les bons lancers de dés, ça m'a un peu saoulé, surtout que je pouvais pas faire grand-chose. Explore It, alors on m'en parle souvent, mais c'est pas du tout un jeu qui pour le moment m'intéresse. En tout cas, il est très plébiscité, donc je suis pas étonnée de voir que 6 personnes l'ont noté comme leur jeu préféré. Il est rentré dans le top 100, mais on voit que les précédentes années, il était vraiment pas loin. Ashes Reborn, je ne connais pas non plus, il me semblait que c'était un TCG. Quand je jouais à Magic, je voyais ce jeu à côté. Je pourrais pas plus vous en parler que ça, mais si vous avez plus d'informations, je suis curieuse d'avoir vos retours en commentaire. Harmonies, c'est vrai qu'il revient souvent. En solo, il est souvent cité, alors c'est un jeu qui est sorti cette année, donc on verra l'année prochaine s'il est toujours aussi haut, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui apprécient jouer en solo, notamment par une variante fan-made qui est proposée. Frostpunk, probablement l'un de mes jeux vidéo préférés. Le jeu de société, j'hésite. J'ai tendance à me dire que si j'ai le jeu vidéo, j'ai déjà le meilleur en fait. Quel que soit le jeu, hein, c'est pareil pour... J'ai peut-être tort, hein, mais... Donc c'est vrai que j'hésite beaucoup à prendre un jeu de plateau que j'ai déjà en jeu vidéo et que j'ai déjà beaucoup joué en jeu vidéo. Surtout qu'il y a le 2 qui est sorti maintenant. Je crois qu'il est sorti. S'il est sorti, il faut que je le prenne. Bref, 2 fois dans le top 100, je suis pas étonnée. Il est tellement bien le jeu en même temps. Donc a priori, le jeu de plateau est aussi une réussite. Fields of Arle, alors c'est une nouvelle fois un jeu de Uwe Rosenberg, qui est très très plébiscité pour son solo aussi. J'aurais pas cru que les jeux de Uwe Rosenberg seraient autant dans le top 200 de BGG. Donc dans les jeux préférés. Ouh, 10 fois dans le top 100, très belle performance. Hein. Et ouais, cette personne qui le considère comme le meilleur. Gloomhaven Buttons and Bugs, qui est entré dans le classement. Dans le top 100, pareil, très bonne proposition. Gloomhaven, exclusivement en solo. Je sais pas si les prochaines années il va être aussi haut. Je pense qu'il sera dans le top 200, mais je ne pense pas qu'il restera dans le top 100 parce que les gens risquent d'en avoir fait le tour. En majorité, quoi. C'est pas vraiment... Peut-être que ça me donnera tort, hein, mais je trouve que c'est pas vraiment un jeu dans lequel on revient parce qu'au final, c'est une campagne. Donc quand on a fini la campagne, on a un peu l'impression d'avoir fait le tour du jeu. Maki, bah tiens, il est quand même assez haut. Je n'y ai pas joué. Maki, mais il y avait eu de très très bons retours. Maracaibo, c'est par Alexandre Pfister. 5 fois dans le top 100, ok. Et il est sur Bandiam Arena, alors c'est peut-être pas évident de jouer dessus, parce que c'est quand même un jeu imposant, mais ça permettrait de le découvrir. Keep the Heroes Out, qui est que en anglais, je crois. J'ai un petit doute. Il est peut-être sorti aussi en français, c'était un Kickstarter qui était proposé. J'aime bien la proposition de jouer les monstres et de chasser les héros. Un jeu aussi que j'aimerais bien jouer à l'occasion. After the Virus, hein, il est aussi haut. C'est quoi déjà? Donc 4 fois dans le top 100. Parce que vu comme ça, il casse pas 3 pattes à un canard, je trouve. Je suppose que ça fait partie des petits jeux qui fonctionnent très bien en solo. Tapestry, 6 fois dans le top 100. Eh bah dis donc. Belle proposition, 5 personnes le considèrent comme le meilleur jeu de l'année. Allez, 6e page. Dark Romantic, jeu de plateau, donc qui est basé sur le jeu vidéo. Il se place bien, hein, il se place bien dans les rangs. Le principe de Dark Romantic, c'est de placer des tuiles et d'essayer de faire le meilleur score. Et on a une campagne où on va pouvoir progresser et débloquer du contenu qui sera réutilisable, donc on peut faire plein de fois la campagne. Pareil, c'est un jeu qui peut beaucoup m'intéresser si je trouve d'occasion à un bon prix. Pourquoi pas? Parce que c'est bon. Je pense pas qu'on fasse plusieurs fois la campagne en réalité du jeu. Ah bah tiens, Sorcellerie, j'aurais pensé qu'il l'aurait mis avec Résistance, donc qui est mieux noté que Résistance. Des échanges que j'ai pu avoir avec d'autres, c'est plutôt en général Résistance qui l'emporte parce que plus accessible, enfin plus facile à sortir, les règles sont un peu moins complexes. Nous, on a plutôt bien aimé Sorcellerie. Est-ce que je le mettrais... si, peut-être que je le mettrais dans mon top 100 quand même. Oui, si. Oui. Donc pas forcément étonné au final. Hop, je passe parce qu'on a déjà parlé. Space Hulk, je ne connais pas du tout. Legendary Encounters, donc un jeu de deck building qui est assez difficile à se procurer, pareil. Hein, c'est un jeu uniquement en VO où on va rejouer les films via le jeu.
Star Wars Frontier Extérieure, est-ce que c'est pas celui qui se joue à plusieurs normalement? Ah non, il se joue aussi. Ah oui, c'est celui-ci, d'accord. Oui, ok. Donc en effet, on a notre équipage et on va se balader sur le plateau avec notre vaisseau. Ok. Et celui-ci, tac tac, je suis descendu trop bas. Là. Tac tac, 71e, ok. Et il y a pour la 4e fois dans le top 100. Il y a 2 personnes qui le considèrent comme excellent. Ok. Comme le meilleur, leur top 1. Château Blanc, qui fait un peu suite à Cathédrale Rouge, qui s'est imposé là cette année. Alors l'année dernière, je pense pareil, hein, c'est des personnes, il n'y avait pas beaucoup de gens qui avaient joué. Donc là, c'est plus représentatif cette année de son classement. Il y a eu de très très bons retours. Il va y avoir une extension d'ailleurs sur ce jeu. Donc un jeu de déplacement d'ouvriers qui nous est proposé. Legendary Marvel Deck Building Game, donc il y a la même chose grosso modo que Legendary Encounters. Je pense qu'il est plus facile à se procurer. J'ai trop de à se procurer, mais c'est le même principe. Ouais. Donc là, il est pour la 11e fois dans le top 100. Excellent. Je sais pas si c'est pas celui qui aura le plus de top 100. Bon, on va voir dans les derniers. Hein. Les derniers, ça doit être assez incroyable. Globalement, en fait, les premiers de la liste ne changent jamais d'année en année. Donc un micro-game de puzzle game. Bon, pour le coup, je suis un peu plus étonnée de le voir à ce niveau-là. Je trouve qu'il n'y a rien d'exceptionnel. Race for the Galaxy, excellent. Tu vois, entre les deux, pour moi, il y a un souci. Bon, oui, ils se démarquent par leur utilisation différente. Rob, ça va vraiment être la petite partie rapide, enfin, tu mets en place en 2-2, tu fais ta partie, tu ranges rapidement, avec l'aspect un peu aussi portatif, puisque c'est un micro-game. Alors que Race for the Galaxy, c'est déjà un peu plus encombrant. Et il faut l'extension, je crois, pour jouer en solo. Il est sur Board Game, si vous voulez jouer. Ah bah tiens, ils l'ont mis là. Extension, ok. Welcome to the Moon. Alors ils mettent que ça concerne tous les Welcome to. Un roll and write, enfin un flip and write plutôt. On va retourner des cartes et cocher les cases que l'on souhaite par rapport à ces cartes-là. KDM Kingdom Death Monster. Voilà, alors là je compte même pas le nombre d'étoiles qu'il y a. Alors je ne suis pas étonnée qu'il y en ait autant. Il a d'excellents retours. Par contre, voilà, c'est un jeu où le prix du jeu de base, c'est 500 €. Et pareil, je crois que c'est assez compliqué d'en trouver d'occasion. Bon. C'est aussi un univers très particulier, très sombre et un peu... Il y a un côté un peu malaisant, je trouve, quand même, dans la proposition qui est faite. C'est vraiment dommage. Moi, sur un autre thème, j'y serais probablement déjà allée. Alors, peut-être pas quand même avec 500 €, je sais pas. Mais d'occasion, je me serais peut-être laissé tenter, parce que la proposition est excellente. On a vraiment une histoire, une tribu qui évolue, qu'on va devoir armer, qu'on va choisir des embranchements, quelles décisions on prend, est-ce que on mange nos morts ou est-ce qu'on les enterre. Donc pour la 9e fois dans le top 100, ok. Ah oui, et puis l'année dernière, il était même pas dedans, donc ok. Les châteaux de Bourgogne. Donc là, ils ont mis l'édition spéciale, mais je pense que ça compte toutes les boîtes. Pour la 2e fois dans le top 100, ok, étonnant. Je pense que peut-être que... Bah non, je sais pas. Alors peut-être que l'édition spéciale est différenciée. Parce que je pense que les châteaux de Bourgogne étaient déjà dans le top 100 avant. Je ne sais pas. Peut-être pas. Turing Machine, j'y joue de temps en temps sur Board Game Arena, une partie par-ci, une partie par-là, 5 minutes, c'est plié. Et c'est plutôt intéressant. Ce que je reproche au jeu, donc c'est un jeu de déduction, c'est qu'il y a toute la première phase où on doit trouver les vérificateurs que je ne trouve pas très palpitantes. Et surtout, en fonction de la chance qu'on a, on peut se retrouver avec les bons vérificateurs et les autres, forcément, quand on joue à plusieurs, s'ils n'ont pas la même chance, et ils seront forcément pénalisés. Donc j'aurais presque préféré des cas spécifiques où on a juste à déduire, mais peut-être que du coup c'est plus trop un jeu de société, je sais pas. Donc des cas logiques à déduire. On nous dit tel vérificateur, tel vérificateur, tel vérificateur. À partir de là, toi tu fais ta petite réflexion et tu dis lequel est bon. Sentinel of the Multiverse, qui est souvent comparé à Marvel Champions, le jeu de cartes, avec a priori plus intéressant. Donc là je vois qu'il y en a 7 qui l'ont voté. 11e fois dans le top 100. Alors je pense que Marvel Champions est mieux placé en solo. Mais je serais quand même très intéressée de voir ce que Sentinels peut proposer, parce que, étant donné que j'ai pas été convaincue par Marvel Champions, le jeu de cartes, et qu'on me recommande celui-ci, forcément ça attise ma curiosité. Seventh Continent, qui est mieux placé que Seven Citadel, j'aurais pas cru. Donc quasiment la même chose avec moins de mécaniques différentes. Par contre,
C'est du die and retry, donc vous allez explorer, vous allez tâtonner, et l'idée c'est de prendre des notes pour après pouvoir faire un autre chemin et trouver la solution. 8e fois dans le top 100. Et viticulture, c'est vrai qu'il est souvent noté, je ne le connais pas spécialement. Un jeu de cartes, ok. Ok. Mais oui, il est souvent recommandé aussi en solo. Viticulture. Tac. Et je crois que... Hop, ça fait 10 fois, ok. 10e année qu'il est dans le top 100. Iron Trespass. Wow, il y a énormément de gens aussi qui ont voté pour lui. Encore plus que KDM. Mais je crois que c'est le même, c'est un peu le même principe entre les deux. Avec cette fois-ci un thème qui a peut-être un peu plus passe-partout. Mais c'est souvent que je vois une comparaison entre les deux. Entre Iron Trespass et Kingdom Death Monster. Great Western Trail, 4e fois dans le top 100. Très bien noté à plusieurs. Pas très étonnant qu'il soit bon aussi en solo. Paladin du Royaume de l'Ouest. 5 fois dans le top 100, il y a 6 personnes qui le considèrent comme le meilleur jeu solo. Everdell Deckbuilding, 6e fois dans le top 100. Alors ce qui est bien, c'est que plus on se rapproche de la fin, moins j'ai besoin de les présenter parce qu'ils sont plus connus. Mais ouais, Deckbuilding, 6e fois dans le top 100. Ok. ISS Vanguard, donc jeu narratif que personnellement j'apprécie beaucoup pour tout ce qu'il a à nous proposer. C'est assez proche des sensations que j'aimais dans le jeu vidéo et pourtant je le trouve vraiment très bien intégré en jeu de société. Earthbound Rangers, un jeu éco-conçu, c'est quand même important, c'est assez rare pour le souligner. C'est un jeu narratif de gestion de cartes, donc on va suivre une aventure de notre personnage. Et il se rapproche un peu de Lands of Gazir dans le principe, c'est qu'on va souvent avoir des choix à faire en fonction des compétences de notre personnage. Par contre, il me semble que dans Earthbound Rangers, on a une évolution de personnage. Westworn, c'est un gros landcrawler, je dirais. Il est très très bien noté, hein. Punaise, il y a beaucoup de gens qui s'amusent à fond dessus. Je suis pas étonnée, moi c'est pas ma carte. Underwater Cities, alors ça c'est pareil, en français c'est compliqué de se procurer parce qu'il est plus édité. Donc il faut espérer qu'une offre d'occasion correcte se présente. 6e fois dans le top 100. 5 personnes qui le considèrent comme le meilleur. Il me semble qu'il y a de la gestion de cartes, du placement d'ouvriers, il y a plusieurs mécaniques qui se mélangent, ce qui en fait un jeu entre guillemets expert. Horror Arkham, donc là c'est la version plateau, 11e fois dans le top 100, ok. Et il y en a 10, je crois, 10 personnes qui le considèrent comme leur meilleur jeu cette année. Ah, This War of Mine. Jeu narratif très très immersif, avec le livret de script qui est vraiment un très très bon point, et je crois qu'il y a plusieurs quand même jeux qui sont inspirés de ce livret de script. 8e fois dans le top 100, je suis pas étonnée. Par contre, il faut savoir que c'est un jeu qui est très long à jouer. Ça prend pas mal de temps et il manque un petit peu, je trouve, de variabilité au cours de la partie. On en a vite fait une partie répétitive, en fait, où l'intérêt baisse petit à petit parce qu'il n'y a pas assez de rebondissement. Alors, je comprends qu'on peut avoir un avis complètement différent en me disant « Mais si, mais mon personnage, il est mort à tel tour ». Oui, mais au final, je sais pas, moi, ça m'impacte beaucoup moins que le jeu vidéo. L'un des rares jeux, d'ailleurs, que j'ai joué en jeu de plateau, alors que j'avais déjà un jeu vidéo. Bullet, je ne connais pas plus que ça. Il est souvent mis en avant, alors là, c'est même pas le cœur, c'est l'étoile. Je connais pas la différence. 4e fois dans le top 100. Terraforming Mars Ares Expedition, bah tiens, en solo, aussi bien noté, j'aurais pas cru. 4e fois dans le top 100. Slay the Spire, pas étonné de le voir aussi haut. Il a cartonné, donc le jeu de plateau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est un enfer à compter ces étoiles-là. 4, 5, 6, 7... 13 personnes qui le considèrent comme leur meilleur jeu de l'année. Il a très bien aussi fonctionné en France, localisé par Matago, et il est très apprécié par les joueurs solo, même si voilà, il y a le jeu vidéo qui est proposé, a priori le jeu de plateau a toute sa place. Cartographers, donc un jeu de flip and write, où on va cartographier le paysage, en mettant s'il y a de la forêt, s'il y a ça, etc. Ça ne m'étonne pas aussi qu'il soit aussi bien classé. Marvel United, alors un jeu de gestion de main, comme sur le thème de Marvel, comme on peut le deviner. Ok, il a l'air d'être très très bon en solo aussi. Combien d'étoiles? 7, si je me trompe pas. Ok.
Tentin Grail qui arrive toujours à garder sa place. On pourrait penser qu'au fur et à mesure des années, il allait un peu tomber dans l'oubli, mais non, il maintient sa place, 5e année, où il est dans le top 100. Anachronie, cette fois dans le top 100, eh bien dis donc. A priori, très bon jeu, Eurogame. Il me semble que c'est du placement d'ouvriers. Orchard, ah bah dis donc là pour le coup, j'aurais pas cru aussi haut. Un petit jeu de cartes de 9 cartes avec des dés, et on va placer les dés sur les cartes, et quand on va placer d'autres cartes par-dessus, on va pouvoir augmenter ces dés. Et voilà, et c'est ces dés qui vont faire le scoring final. Toulouse Death May Die, pareil, j'ai pas accroché, mais je crois que je suis pas trop dungeon crawler au final. J'ai l'impression que c'est pas trop un type de mécanique préférée. Ça se rapproche beaucoup d'un zombicide avec quand même quelques propositions en plus. 5e année qu'il est dans le top 100. It's a Wonderful World. J'ai fait 1 ou 2 parties. On l'avait vu récemment et on avait voulu y jouer à plusieurs. Pour le coup, j'ai pas joué en solo, mais quelque chose me dit que c'est assez proche. C'est très intéressant, c'est très dirigé quand même comme jeu. Globalement, on va choisir un peu une branche dans laquelle forcément on va essayer de scorer. Et on va un peu rester tout le temps dans cette optique-là. Donc si on choisit telle couleur, eh ben, on va faire en sorte de prendre les mêmes couleurs pour pouvoir scorer. Mais il fonctionne vraiment très très bien, très intéressant. Vendredi, pareil, c'est probablement le jeu solo qui est tout le temps recommandé à des nouveaux joueurs. 11e fois dans le top 100, rien de surprenant. Sight, alors Sight par contre moi ça m'étonne toujours qu'il soit dans le top solo, parce que pour moi c'est vraiment un jeu multi, et comme quoi, pas tellement. Il y a une 9e fois dans le top 100. Et il s'était bien rapproché d'ailleurs du haut du panier ces dernières années. Ok. Pax Pamir, alors là pareil. Hein. Oh là là, déjà qu'il y a 2, j'ai pas compris l'intérêt d'y jouer. Alors en solo, m'en parlez pas. Hein. Je le trouve très compliqué. J'ai dû relire 3 fois les règles, je regarde je sais pas combien de vidéos. J'ai eu beaucoup de mal avec ce jeu. Alors, on a quand même voulu y jouer, mais bon, faut s'accrocher quoi. Dawn of the Set, c'est très bon celui-là aussi. J'ai pas encore fait beaucoup de parties, je me suis procuré il y a quelques mois. Mais j'ai beaucoup aimé ce que ça proposait. On est sur du Tower Defense, sur le thème des zombies. Ça a son importance. Et c'est un peu... En fait, le jeu se met comme si on était en train de produire un film de zombies. Où nos héros essayent tant bien que mal de repousser des vagues de zombies qui viennent. Donc il y a quelques trucs amusants et des clins d'œil. Pareil, uniquement en anglais, et il est difficile de se le procurer. Nemo's War, bah tiens, c'est le même éditeur, donc très compliqué aussi à se procurer. Peut-être un peu moins, il est peut-être disponible encore à l'achat, mais c'est le même éditeur et en général, leurs jeux sont difficiles à se procurer. Nemo's War, je connais beaucoup moins. Et les avis, j'ai eu un peu de tout comme avis sur Nemo's War. 9e fois dans le top 100. Wingspan, je pense que j'ai pas besoin non plus de le présenter. Par contre, sachez qu'il existe une version sur Steam qui est très bien faite, avec des petits effets et tout, puis on peut jouer solo. Et il est vraiment très bien. Moi, j'avais commencé à jouer à Wingspan d'abord en jeu vidéo, avant de découvrir que c'était un jeu de société. Legacy of You, dis donc, il garde sa place. Il y a combien de personnes qui... 4, 10 si je me trompe pas. 10 personnes qui trouvent que c'est leur meilleur jeu de l'année. Il est plutôt stable les 2 dernières années. Dans le classement. Je suis pas vraiment étonnée parce que c'est quand même une belle proposition. Par contre, je pense que un peu tout le monde vous le dira, tous ceux qui l'ont trouvé vous le diront. Une fois qu'on a trouvé la manière de gagner, alors peut-être que c'est une faille en fait, tout simplement, mais il y a une manière qui fait que vous allez gagner tout le temps. Donc une fois que vous la connaissez, le jeu perd de son intérêt. Nutjord, je ne connais pas spécialement. Je me demande si ça n'a pas été renommé en jeu Sufjord en français. Un jeu de Wiersbenberg aussi, décidément. 7e fois dans le top 100, et il y a beaucoup trop d'étoiles pour que je les compte. Hit, je suis pas étonnée non plus. Alors par contre, en solo, j'ai tendance à préférer sur Board Game Arena. J'ai le jeu de plateau aussi. Mais il y a quand même pas mal de matériel à sortir et pas mal de manipulations à faire. C'est un jeu que je préfère jouer à plusieurs. Les contrées de l'horreur, donc ça c'est pareil, c'est des jeux qui sont compliqués à trouver. Les extensions, je crois qu'aujourd'hui, on les trouve plus. Donc ça m'étonne pas qu'ils soient excellents. Je comprends difficilement comment des jeux qui peuvent être autant appréciés sont si difficiles à se procurer. Enfin, j'aurais tendance à me dire que les éditeurs, si ça marche, ils vont rééditer tant qu'ils peuvent, quoi. Ok, donc voilà. Contrées de l'horreur, 20 Strong qui est sorti cette année, en français. Et je pense que dans les autres langues aussi, c'était en début d'année, mars-avril, il me semble, qu'il est sorti, donc avec les 2 premières extensions.
excellent jeu de dés, excellente proposition. La boîte de base est déjà bien suffisante à mon sens. Pas forcément besoin des extensions. Sprawlopolis, c'est un petit jeu micro-game en français, dans lequel on va essayer de scorer en plaçant bien nos cartes, de sorte à créer la ville, et on aura des objectifs à remplir. C'est probablement le micro-game qui a le plus de succès en solo. Sleeping Gods, eh bien j'aurais pas cru encore aussi haut, il est même plus haut que les années précédentes. Comme quoi sa réputation continue. Ah, mais ça inclut peut-être les Sleeping Gods qui sont sortis. Donc il y avait celui avec l'avion et il y en a un autre qui est plus solo qui va également sortir. Donc ça inclut peut-être toute la gamme. Ce qui explique pourquoi ça monte, parce que forcément il y a potentiellement plus de joueurs qui auront voté pour ce jeu. Ok. Donc Sleeping Gods, c'est un jeu à monde ouvert, narratif, où on va gérer un équipage de 7 personnages, il me semble. Il y a aussi. Backblooding, alors pour le coup, moi je trouve que Coffee Roaster est bien meilleur. Peut-être parce que j'ai beaucoup joué à Upsedge et que j'en ai fait le tour. Mais il est vraiment bien. Mais c'est vrai que moi j'en ai fait le tour. Mais très 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 bon jeu de Backblooding aussi. Ok, on arrive sur la dernière page, donc les 25 derniers. Donc Hoplomachus Victorum, qui a un Ship Theory Games exclusivement solo. Si je dis pas de bêtises. Oui, c'est bien ça. Exclusivement solo. Exactement la même position que l'année dernière, mais vous allez voir que il bouge pas tant que ça non plus. Les 25 derniers sont souvent les mêmes. Et pareil, Hoplomachus Victorum, c'est un jeu qui peut vraiment m'intéresser. Par contre, les parties sont longues, comme souvent avec Ship Theory Games. Voidfall, par contre, qui a fait une percée. Oh, la quantité d'étoiles qu'il y a, impressionnant. C'est peut-être, on va voir en descendant, mais là, en tout cas, c'est celui qui a le plus d'étoiles de tous ceux qu'on a vus. Voidfall, donc je sais pas trop comment le décrire. Placement d'ouvriers, exploration. Alors, un jeu aussi qui m'intéresserait beaucoup. J'ai un peu peur de la quantité de matériel que ça propose. En général, c'est un frein pour moi. Mais ouais, si un jour j'ai l'occasion d'y jouer, ce serait avec grand plaisir. Cloudspire, uniquement en anglais, un jeu tactique où on va contrôler des factions qui vont se taper entre eux. Uniquement en anglais, par contre, il y a la traduction fan-made qui est disponible sur Board Game Geek et qui a priori de très très bonne qualité. Un festin pour Odin, je crois que je sais plus. C'est un jeu de Uwe Rosenberg aussi, mais je ne saurais pas vraiment vous le présenter. Bon, du coup, jeu de pose d'ouvrier. Adrian's Wall, un jeu à coucher, où on va pouvoir comboter en fonction de nos choix. Le papier peut faire un peu peur, ce qui ressemble à ceci, mais il a d'excellents retours. Donc pareil, un jour, il faudrait que j'y joue. Les fiefs de Norbois, je suis pas vraiment étonnée de le voir là. Il a réussi encore à monter dans le classement. On l'avait sélectionné l'année dernière pour le Robinson d'Or. Notamment, c'est plutôt malin comme jeu, et aussi c'est probablement le seul jeu qui propose un jeu de pli. Donc voilà, une proposition intéressante. Obsession, on va pouvoir gérer toute une équipe d'un manoir. C'est pas un jeu où sur la thématique ça m'intéresse beaucoup. Par contre, vous voyez que chaque année, il est vraiment très très bien placé. Under Falling Skies, excellent. Et je le classerai dans les puzzle games parce que la moindre erreur va vous faire perdre. Mais c'est un puzzle game assez bien caché où on va avoir des vaisseaux ennemis qui vont nous foncer dessus et on va devoir essayer de gérer au mieux nos ouvriers pour les placer au bon endroit pour détruire les vaisseaux. Et en même temps, il va falloir avancer l'excavatrice pour débloquer de nouvelles fonctions, de nouvelles possibilités, de nouvelles actions, et qui vont en général nous permettre d'avancer dans la recherche qui va être la condition de victoire. Gaia Project, voilà. Il est sur Board Game Arena aussi si vous voulez le découvrir avant l'achat. Très bon jeu de regame. Je suis assez nulle dessus, mais je dois bien reconnaître qu'il a beaucoup de belles choses et c'est vraiment très intéressant d'y jouer. C'est très prenant. Les Runes perdues de Narak, un jeu initié, je le trouve moins prenant que Projet Gaia. Après, en termes de complexité, c'est pas la même chose aussi. Projet Gaia, on est vraiment sur l'expert, on est sur de l'initié. Mais la proposition de Narak est aussi très intéressante, où on va explorer, et en fonction de notre exploration, on va débloquer des cartes, des ressources qui vont nous permettre d'acheter des cartes, etc. Et pour atteindre le meilleur score. Terraforming Mars, un indétrônable.
Oh, il est quand même bien descendu, hein. Mine de rien, à ce niveau du classement, c'est représentatif de bouger autant. En tout cas, ça reste quand même 9 années de suite qu'il est top 100. C'est indéniablement le jeu expert qui est en général recommandé. Pour le solo, je suis un petit peu étonnée quand même, parce que ce qui est intéressant, c'est de collaborer avec les autres joueurs sur le plateau. On peut un peu s'embêter ou s'aider. Et de notre côté, on a la construction. Mais la collaboration me semble assez importante. Qu'est-ce qu'il y a? Un jeu de pose de tuiles, un puzzle game avec des tuiles qui fait quand même bien sa place, hein, 4e année, à être dans le top et qui monte à chaque fois un petit peu. Ancient qui conserve sa place 13e par rapport à l'année dernière. Très bon jeu de deck building, mais peut-être pas le meilleur au final, hein. Mais voilà, il y a de très très bonnes choses, donc je suis pas étonnée. Robinson Crusoe, par contre, moi, c'est vraiment un jeu... Pas compris, hein, je suis passée complètement à côté, je pense, du jeu. Parce qu'il y a des tas de gens qui l'adorent. Et c'est souvent aussi le souci des jeux qui sont très cotés, c'est qu'on en attend beaucoup, et quand on le découvre après, on peut facilement être déçu. Donc pour moi, clairement sur ce jeu, c'est le cas. Et les années dernières, il était 15e et il est monté un petit peu, donc il y a beaucoup de gens qui le trouvent excellent. Peut-être que la complète édition y est aussi pour quelque chose dans sa montée dans le classement. Gloomhaven, le très très gros Gloomhaven, il faut s'accrocher, hein. Si on veut sortir le jeu, je pense qu'on le laisse plusieurs jours sur la table, étant donné la quantité de matériel. Il existe aussi en jeu vidéo, qui est une très belle adaptation avec... pour le coup, ça change quand même pas mal du jeu de plateau, c'est plus vivant, mais voilà, ça reste le même... ça reste au fond le même jeu, vous allez suivre les mêmes aventures. Ark Nova, donc un gros Eurogame, construction, j'allais dire construction de plateau, mais pas forcément, placement de tuiles, placement de polyomino. Il est très très bien noté, 8,5. En multi aussi, il y a beaucoup de personnes qui l'apprécient, il y a souvent des tournois qui sont aussi proposés sur ce jeu-là. Donc voilà, en solo, a priori, il a l'air d'être très bon également. Imperium Classics, alors, c'est que les rails sont a priori... pas très bonne, il y a beaucoup d'errata dessus. Par contre, je le pensais pas aussi haut. Peut-être qu'année dernière, je m'étais déjà fait la réflexion, hein, de me dire que c'était étonnant qu'il soit aussi haut. Ça donne envie de s'y intéresser un peu plus. Il y a énormément d'étoiles aussi. Ouais, ça fait partie des jeux qu'il faudra que je regarde. Dune Imperium, qui avait souvent été comparé à Narak, alors que, bon, au final, ils sont pas non plus énormément en commun, surtout qu'ils sont sortis en même temps et ont été un peu en compétition. Je pense que là, ça inclut également Uprising, qui est on va dire la deuxième version de Dune Imperium, quand même assez stabilisée dans le temps. Funnel Girl qui est sacrément remonté, 62e en 2022, 12e en 2023, 7e en 2024. Puis la quantité d'étoiles qu'il y a. Alors, ça fait aussi partie de mes jeux favoris, hein. Je ne peux qu'être d'accord avec ce magnifique classement. Donc Funnel Girl qui est on va dire la deuxième version. C'est pas exactement le même jeu. Il y a la même base que Négociateur prise d'otage, et d'ailleurs ils ont ajouté un plateau pour mettre des figurines, donc il y a une gestion un peu des déplacements en plus qui est proposée, et moi c'est un peu ce qui me manquait dans Négociateur prise d'otage. Funnel Girl, j'adore, hein. Je viens de recevoir 2 nouvelles extensions là, de la saison 2. Donc je ne peux que vous le conseiller. Par contre, attention, jeu avec beaucoup de hasard, si vous êtes team Eurogame, ça risque de ne pas vous plaire. Le Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes. Alors de toute façon, on va avoir tous les jeux de cartes qui vont arriver. Encore plus d'étoiles. Ce serait intéressant d'essayer de comprendre ce qui plaît autant dans les jeux de cartes, parce que je serais assez curieuse de voir ce qui plaît autant dans les jeux de cartes évolutifs. Alors, est-ce que c'est vraiment parce que Fantasy Flight Games trouve exactement les bonnes idées? Alors, je parle de l'éditeur parce que je connais même pas les auteurs. Tiens, je vais regarder. Hop. Je sais pas si les auteurs ont fait d'autres jeux. Ned French, ok. Ah oui, c'est le même auteur que Arkham. Ok, bah c'est peut-être juste l'auteur qui est très très brillant, c'est possible. Ok, mais ouais, ça serait intéressant de voir pourquoi ces jeux sont aussi bien notés. Hop. Qu'est-ce qui plaît vraiment dans ces jeux de cartes? Ensuite, nous avons Too Many Bones, donc avec, je pense que c'est toute la gamme qui est concernée dans ce vote-là. Pas très étonnant non plus, hein, ça fait partie du succès de l'éditeur Chip Theory Games d'avoir proposé ce jeu-ci. Arkham JCE, alors là, il y en a encore plus d'étoiles, dis donc. Le souci des jeux de cartes à collectionner, c'est surtout qu'ils sont très très coûteux. D'occasion, on arrive à en trouver, mais en général, le prix ne descend pas non plus énormément. Donc on arrive au top 3, attention top 3, Marvel Champions Card Game. Alors là,
Oh là là, il y a même 3 lignes, quoi. Incroyable. Dans un sens, je suis pas étonnée parce que je comprends ce qu'on peut trouver au jeu. C'est un jeu assez facile à sortir, etc. Par contre, ce qui est surtout intéressant dans le jeu, c'est la partie construction de deck. Si on n'aime pas spécialement ça, là, on peut profiter d'un Horror Arkham avec les decks préconstruits. Je trouve que Marvel Champions, sa plus grande force, c'est la création de decks, parce que le jeu en lui-même est assez simple et le fait que les parties soient très rapides, moi, je n'ai pas les sensations d'un combat de super-héros contre les vilains. C'est assez personnel. Mage Knight qui est waouh. De toute façon, là, on arrive sur les jeux favoris, hein, on est vraiment sur les indétrônables. Et le dernier, et peut-être que vous avez deviné quel est le dernier jeu, le jeu favori des joueurs solo en 2024, il s'agit de Spirit Island. Alors au final, il n'y a pas non plus... Ah si, il y a quand même quelques étoiles en plus. Mais au final, entre Mage Knight et Spirit Island, ça se bat bien. Ce qui est assez intéressant à voir, c'est que ça bouge pas d'année en année, quoi. Il y a eu 782 personnes qui ont voté pour Spirit Island contre 573 pour Mage Knight. Moi, mon choix, de toute façon, Mage Knight me ferait même pas partie de mon top 100 des jeux solo. Donc Spirit Island sans hésitation. Et pour vous, est-ce que vous êtes assez content de ce top? Est-ce que vous trouvez un peu les mêmes choses? Donc voilà, on a fait le tour de ce top BGG. C'était assez intéressant de découvrir ces jeux. Il y a quelques jeux que je vais retenir, notamment Conservas. Je regardais un peu plus. En backbleeding, je suis assez... je trouve qu'il n'y a pas assez de propositions en backbleeding dans le solo, donc s'il y en a un nouveau qui se présente, eh ben, ce serait l'occasion de se faire un avis dessus. Et ben, la vidéo commence à être un peu longue, je pense couper quelques passages. J'ai essayé quand même de donner un peu d'informations aux différents jeux pour pas aller trop vite, mais c'est vrai que ça fait une vidéo assez longue. J'espère tout de même que ça vous a plu, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, amusez-vous bien.